le plus grand problème que nous avons au Congo, c'est la logistique. Je m'appelle Henk Delru et je suis né à Mikalayi. Bon, moi je suis Yann Herman et j'ai travaillé dans les années 80. Une famille, groupe de Hollandais qui... nous sommes un ASBL à Aketi, réaliser des projets humanitaires. Présenter le projet Aketi. Aketi, c'est une communauté qui se situe dans le centre nord du Congo, nord de Kisangani, nord de Buta, à 450 km de Kisangani. Donc si on va là-bas, j'y étais maintenant 10 fois, 2 fois par an, les derniers 5 ans. Et la raison pour y aller était la première fois en 2015, était la route aux 450 km. Ça, c'est la BAC à Banalia, c'est à 125 km de Kisangani, donc sur la route vers Aketi. Et vraiment, nous quittons le Kisangani le matin à 7h, à 6h. Après 3 heures, nous sommes à Banalia et alors on attend. On attend que jusqu'au moment où ce monsieur a envie de nous mettre sur son bac et de nous transférer de l'autre côté de la rivière. Donc ça, c'est le premier handicap. Et dans les 10 fois que j'étais à Congo, il y a 2 fois que le bac était en panne et que j'ai traversé la rivière en pirogue et avec la valise, et de l'autre côté sur une moto vers Buta et Aketi. Donc ça, c'est le premier handicap. En général, c'est pour symboliser le plus grand problème que nous avons au Congo, c'est la logistique. La logistique, les routes, le transport, c'est un drame complet. C'est un drame pour nous, mais ça, c'est un petit problème pour nous. C'est un drame énorme pour la population, pour l'économie, parce qu'ils peuvent produire ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à exporter, à transporter ou à importer, sauf sur une vélo, sauf sur une moto. Aketi, c'est 125 000 habitants dans ce village qui, dans les années 60-70 du siècle passé, était un village, une ville vraiment très prospère. Maintenant, c'est un drame complet. Donc, la logistique, le transport, c'est un drame complet. Oui. Donc, pour nous, un petit problème qu'on résout chaque fois. Ça, c'est la raison que nous sommes à Aketi. Tout le monde nous demande pourquoi Aketi. Nous, ma sœur et moi, et nous avions un oncle, un père missionnaire, Berthold, qui a passé 35 ans à Aketi de sa vie. Il a meurt en 1980 et il a toujours eu envie pour aller voir au Congo, qu'est-ce qu'il a fait là-bas au Congo. Donc en 2015, nous sommes partis pour aller voir cette réalisation à Aketi. Et nous sommes mis Eux ne savent pas, c'est un Norbertin. Un Norbertin. Oui, Norbertin. Il faut préciser ça, parce que pas tout le monde connaît. Donc en 2015, nous nous sommes mis ensemble avec le principaux de la ville, donc le directeur de l'école, la AT, le curé, donc tout le monde qui a vraiment une position à Aketi. On leur a dit, bon, nous sommes ici pas comme touristes, et on voit que vous avez vraiment des très gros problèmes, vous avez rien du tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a mis une liste de priorités dans différentes catégories. Et on a dit, bon, on va essayer, nous sommes des privés, nous ne sommes pas un NGO, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais on a quand même eu une bonne carrière, on a un petit peu épargné de l'argent, donc nous avons une bonne carrière dans l'industrie, donc on a une expérience pour gérer et motiver des gens et pour avoir un network d'industriels qui sont nos amis et qui peuvent nous aider à financer et à gérer le projet. Donc nous avons certains moyens pour vous aider. Pas comme l'État du Congo, mais quand même en petite échelle, concentré sur Aketi. Donc nous sommes convenus d'abord le premier chapitre, donc on a créé une ASBL Aketi en Belgique, on a créé une ASBL Adicom au Congo, et les deux travaillent ensemble, donc là on cherche l'argent, là on dépense l'argent pour des projets humanitaires totalement volontaires. Donc il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de compensation, tout le monde paye ses frais de voyage lui-même. Donc chaque euro qui a été reçu de nos donateurs,
finalement, il va à Hackety pour des projets humanitaires. Adicon, zeg ik wat dat is. Adicon, c'est Oui, pour le développement intégral du Congo. oui, Du Nord. c'est ça, pour du Congo Nord. Ok, ça c'est Adicon. Première priorité, mais avant de commencer avec les priorités, parce que j'en ai 4, il y a 4 priorités, mais avant ça, c'est grâce aux professeurs de l'université de Kisangani que nous sommes arrivés là-bas. Sinon, toute seule, ça serait totalement impossible. Via des relations avec Mania que vous connaissez à Hasselt, le professeur à Hasselt qui était professeur à Kisangani, avec ses collègues, des professeurs à Kisangani, on a eu contact avec eux nous sommes arrivés à Kisangani la première fois et nous avons dit comment on va aller à Hackety. Pour eux, c'était totalement inconnu à Hackety. Ils savaient qu'Hackety était là, mais ils n'avaient jamais été là-bas. Donc c'était pour eux une aventure aussi grande que pour nous. Mais nous sommes partis avec eux et nous sommes arrivés à Hackety. C'est grâce à eux, les 3 professeurs Gembu, Doudou et Danadou, qui d'ailleurs ont étudié en Belgique, ils ont doctoré en Belgique à l'université d'Anvers, l'université d'Hasselt, de Louvain, et ils connaissent très bien le métier. Ils sont des gens vraiment formidables, des Congolais, vraiment des professeurs très bien. Donc grâce à eux que nous sommes arrivés là-bas. Et avec eux, on a créé une petite équipe à Hackety, 3 personnes, qu'on donne une petite compensation parce qu'ils travaillent quand même, 3 personnes de Hackety qui pour nous gèrent tout le projet local. Donc à une distance, nous arrivons, même sans être là-bas, comme cette année-ci, qu'on n'a pas pu aller à Hackety, on a géré des projets pour une somme, une dépense énorme encore cette année, qu'on a dépensé beaucoup d'argent là-bas, et d'une façon contrôlée, parfaitement contrôlée par nous, via la connexion chaque jour, via WhatsApp, Internet, téléphone et tout ça, qu'on gère ces projets à distance, avec des gens qui sont locaux, qui sont présents à Hackety et à Kisangani. Ok, première priorité, la santé. Ok, la santé, première priorité. Santé, c'est de l'eau potable. L'eau potable, il n'y en avait pas. Et toute la pluie qu'ils avaient creusée, qui ont une profondeur de 8 mètres, ils sont contaminés parce qu'il n'y a pas de sanitaire. Il y a 100 000 personnes qui habitent sur une petite surface, qui font n'importe quoi dans la nature. Donc, tous leurs puits qui ont une profondeur de 8 mètres sont totalement contaminés. Ils savent très bien parce que s'ils boivent de l'eau de leur puits, ils sont directement diarrhée, dysenterie, choléra et tout. Ils doivent chercher de l'eau à une rivière dans la forêt, qui est très loin, qui est dangereux. Les garçons attendent que les filles soient là et tout ça, donc c'est très dangereux. Donc, on a foré à une profondeur de 40 mètres 10 puits. Il y a 6 districts à Hackety, chaque district a reçu un puits, et des petits villages autour comme Ekwa, comme Doulia, ils ont reçu un puits aussi. Bakoko et tout. Donc on a creusé, on a foré 10 puits. Ça veut dire, c'est une société Sofoco, société du forage au Congo, qui se trouve à Kinshasa, qui est créée par un Belge, un Anversois, que je connais très bien, Rick Herbots, qui a cette société et qui est spécialisé pour creuser des puits. Mais il se limite à Kinshasa. C'est grâce à nous qui s'est déplacé par bateau à Kisangani et à Hackety et il a creusé pour nous le 10 puits à un coût énorme. Mais bon, ça c'est nous pour payer. Donc la population a maintenant 10 puits d'eau potable. Ils n'ont jamais eu ça les 30 dernières années. Et il y en a 2, on continue. On a 2, oui, ça on voit les gens qui montrent que l'eau est potable. On a testé l'eau à l'université, c'est parfaitement potable. Et la population le sait très bien, parce que s'ils boivent de l'eau de ce puits-ci, ils ne sont pas malades. S'ils boivent l'eau de leur puits, directement ils ont des difficultés. Oui, la pauvreté des gens, c'est énorme. Oui, continuez. Continuez. Oui, continuez encore. Ça va. Et en plus de 10 puits, on a équipé 2 puits avec une citerne de 5000 litres. Une citerne, oui, continuez. Ce sont les professeurs avec leur voiture. Des panneaux solaires raccordés à une pompe qui est en profondeur 40 mètres, une pompe électrique. Une pompe électrique qui, avec l'énergie, avec l'électricité des panneaux solaires, pompe de l'eau dans la citerne, 5000 litres, toute la journée quand le soleil est là. Et alors, ils ont 5000 litres pour consommer la journée et la nuit, quand ils veulent. Et le lendemain, le soleil de nouveau là, la pompe redémarre et remplit
le château d'eau, comme on dit, mais c'est un petit château d'eau évidemment. C'est une citerne de 5000 litres, 5 mètres cubes, et il y en a deux comme ça. Les gens de Bhuta sont venus voir. Des robinets aussi. Avec des robinets. Oui, continuez encore, continuez. Donc on a un tuyau avec 4 robinets. Donc au lieu de devoir pomper à la main et remplir leur bidon, ils ouvrent maintenant le robinet, ils remplissent leur bidon et ça fait. Donc ils ont de l'eau potable avec une capacité énorme. Ça, il y en a deux comme ça. Les 8 autres, dès qu'on a un petit peu plus d'argent, on va les équiper aussi, mais ça va prendre du temps. Mais 2 sont déjà comme ça. Et les gens de Bhuta sont venus, le gouverneur, il dit « Pourquoi vous avez ça à Aketi? On n'a pas ce luxe ici à Bhuta. À Bhuta, il faut faire ça aussi. » Non, je dis « C'est à Aketi, ça c'est notre but et c'est notre projet. » Continuons, ça c'est de l'eau potable. Deuxième, toujours dans la priorité de santé, l'hôpital. Il y a un grand hôpital qui a été construit. 24 ans, 18, mais 24. 24. Il y a 24 panneaux solaires qu'on a mis sur la toiture. Oui, continue avec 2 ingénieurs, jeunes ingénieurs belges qui sont allés là-bas avec des gens locaux pour monter le panneau solaire et la batterie. Oui, continuez. Et donc ils ont monté, oui, continuez. Ça c'est l'équipe de l'hôpital. L'hôpital qui a été construit dans les années 60 de l'époque passée. Oui, continuez. Et c'est cette autre de crête qu'on a envoyé par bateau. Sur notre photo, tu vois les 24 panneaux Oui, solaires. continuez. Je pense que ça vous a venu. Non, c'est trop tard. Il faut redescendre. Oui, là où on voit le panneau, c'est une partie. L'autre côté, il y a une autre partie aussi. Donc 24 panneaux solaires qui sont là et qui sont connectés avec des batteries pour avoir de l'électricité toute la nuit aussi. Donc la journée, le soleil évidemment, la nuit avec la batterie, on a l'électricité. Et des petits appareils comme un frigo, tout ça, ils peuvent avoir aussi un petit frigo. C'est trop petit, donc c'est tout petit comme électricité, comme énergie, bon, on se débrouille. Et c'est déjà quelque chose, il n'y avait rien avant. C'était noir après 6 heures, totalement noir dans l'hôpital, impossible de bouger. Oui, continuez. Alors, on a envoyé des bateaux avec des crêtes qu'on a préparées ici avec des tableaux solaires, avec équipement pour l'hôpital, avec même des bicyclettes. Un tableau solaire, le tableau... École, tableau école, oui. Tableau d'école, oui. On a envoyé là-bas et c'est ici qu'on monte les crêtes et continuez, oui. Et les crêtes, ils arrivent par bateau. Le bateau que je reviens sur ça plus tard, qui rentre à Kinshasa avec des lames de caoutchouc. Donc continuez, oui. Donc il y avait des chaises roulantes là-dedans pour les handicapés, plein de chaises, il y en a des centaines qu'on peut avoir ici. Chaque Belge a le droit d'avoir une chaise tous les 5 ans, je pense. Donc tous les 5 ans, ils reçoivent une nouvelle chaise, subsidiée par le gouvernement. Donc si on va dans le magasin à Boekhout, on trouve des centaines, des milliers de chaises qui sont là, qui cherchent quelqu'un pour utiliser. Et à Aketi, vraiment, ils ont besoin de ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup, mais il y a quand même des gens qui ont besoin de ça. Des lunettes, on a des milliers de lunettes qui sont en Belgique parce que chaque Belge achète des lunettes tous les 2, 3, 4 ans. Donc les vieilles, ils s'en foutent, ils jettent ça. Donc notre pharmacien à notre ville, il collectionne tout ça et on les envoie là-bas. Les médicaments, on envoie toujours des médicaments d'une très bonne qualité. Ils aiment beaucoup la qualité de nos médicaments parce que la plupart des médicaments au Congo viennent de la Chine et ce n'est pas vraiment la meilleure qualité, au contraire, c'est vraiment dangereux parfois. Donc ça c'est le docteur Tepagé, que vous connaissez peut-être parce qu'il est à Kinshasa, il est maintenant député de Bhuta à Kinshasa. Et je reviens sur docteur Tepagé parce que je vais vous poser 2 questions. La première sera de contacter Tepagé, lui donner des moyens pour des médicaments contre l'épilepsie. Il connaît le problème, il sait quoi faire, il connaît la logistique de tout ça, et c'est le gouvernement, c'est lui qui doit gérer ça, mais il n'a pas de fonds. Il a besoin d'un petit peu d'argent, et nous, on n'a pas ça, on ne peut pas donner ça via lui, ça c'est pas possible. Donc c'est le docteur Tepagé, qui est député de Bhuta à Kinshasa, qui doit gérer tout ça. C'est le médecin de l'hôpital. Oui. Ça c'est donc l'épilepsie. Pour une raison de nature, parce qu'il y a des rapides dans la rivière, il y a une maladie de l'aveugle.
Une parasite qui est pris par une mouche qui est implantée dans les gens. Et il y a 8% de la population qui est épileptique. C'est énorme. En Belgique, c'est 0,01%. Au Congo aussi, en moyenne. Mais là, dans la région d'Akati, il y a 8% de la population qui est épileptique. Avec un médicament, une pilule par jour, ils s'en vivent parfaitement, comme tout le monde. Sans ce médicament, ils ont 2-3 attaques par jour. C'est terrible. Il faut voir ça. Nous avons vu ça dans l'église, une fille qui tombe sur le sol. C'est affreux. C'est vraiment affreux. Et c'est tellement facile pour ce médicament qui est gratuit, mais la logistique doit être là pour arriver à Akati. Et avec un médicament, leur maladie est résolue, complètement. Donc c'est tellement simple, ça existe, il n'y a pas de secret, il n'y a rien, mais il faut la logistique, il faut le gouvernement qui doit gérer ça, qui doit être sûr que le médecin passe la commande, que la commande, les médicaments sont envoyés à Akati. Pour 20 000 $ par an, toute la population peut, ceux qui sont malades, peuvent avoir ce médicament. Et dans une deuxième phase, les 92% autres qui n'ont pas l'épilepsie, mais qui ont risque de l'avoir, s'ils prennent un médicament, 2 médicaments par an pendant 2 ans, ils sont immunisés contre l'épilepsie. Donc une fois qu'on pourra immuniser la population contre l'épilepsie, pour eux, ce serait vraiment la gloire énorme. C'est un résultat fantastique. Donc ça, c'est un problème que je demande votre assistance, si vous pouvez noter ça. Épilepsie à Akati et dans les environs d'Akati, c'est un problème terrible. Et le budget pour gérer, pour résoudre ça, n'est pas très grand. Mais c'est surtout un projet de logistique, de gestion, convaincre le médecin, leur faire passer la commande, tout ça, c'est surtout ça. C'est pas compliqué, mais nous sommes des privés, nous ne pouvons pas faire ça. Ok, ça c'est épilepsie. Deuxième priorité, formation, enseignement. Tout commence avec un bon enseignement. Donc on a installé une satellite qui est connectée, une parabole qui est connectée avec la satellite pour avoir Internet. Et on a installé, oui, continuez. On a installé des panneaux solaires pour avoir un cybercafé. Oui, continuez. Donc on a un local dans l'école avec quelques dizaines de PC. Donc ils reçoivent cours, les gens qui veulent, les enseignants aussi, mais aussi tout le monde à Akati qui veut rapidement peut suivre le cours pour se familiariser avec un PC. Et c'est le professeur Doudou de Kisangani qui va toujours avec nous. Et eux organisent que les gens reçoivent des cours d'ordinateur. Les femmes, les enseignants, tout le monde a accès à ça. Et grâce à cette connexion, nous sommes en contact chaque jour, toute la journée, 24 heures avec eux pour avoir des informations. Et j'exige des rapports. Nous sommes très exigeants. Je veux avoir un rapport chaque semaine, détaillé, tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'ils ont dépensé, avec les ressources qu'ils ont reçues, avec les projets, où sont-ils, avec des photos et tout ça. Donc c'est grâce à ça, nous pouvons gérer à distance le projet, les différents projets à Akati. Oui, continuez. Oui, continuez. Petite chose aussi de machine à coudre. On a donné 7 machines à coudre parce que les femmes sont très entrepreneurs. Donc, on a des machines à coudre et ils savent faire maintenant des uniformes pour l'école, ils savent faire des robes pour la fête, tout ça. Donc, c'est à eux d'acheter le tissu et tout ça. Nous achetons le tissu pour les uniformes. Donc, on achète chaque année 600 de tissus pour 600 uniformes, le bleu et le blanc. Et c'est à eux de le coudre, et les parents doivent payer un petit peu pour la main-d'œuvre. Ils reçoivent donc les uniformes à un prix très bas. Et de cette façon, on peut avoir des uniformes pour les élèves les plus pauvres, et il y en a beaucoup là-bas. Ok, continuez. Ça, c'est l'équipe de femmes qui ont ça, l'atelier. Oui. Ce sont les directeurs de l'école, c'est avec eux qu'on démarre beaucoup de projets. Oui, continuez. Entre autres, des petits outils. Nous amenons toujours des outils comme une machine à forer, comme une machine à scier, pour leur permettre de fabriquer des choses. Et entre autres, on leur donne, en plus des outils qu'on amène, oui, continuez, on leur donne chaque année une commande pour des bancs scolaires. 300 bancs scolaires chaque année, 2 fois, qu'on commande chez eux. Et on les paye pour prix marché. Donc l'école technique, ils sont les élèves de l'école technique,
qui sont là, ils reçoivent donc de nous de l'argent pour acheter le bois avec les outils qu'ils ont reçus de nous. Ils fabriquent le banc scolaire et les bancs scolaires sont distribués dans toutes les écoles d'une façon neutre. Les catholiques et les protestants et les autres, tout le monde reçoit la même quantité de bancs scolaires suivant le nombre d'élèves qu'ils ont. Et de cette façon, parce que la moitié des élèves se trouvent sur le sol pour suivre le cours dans la classe, donc maintenant ils peuvent se mettre sur un banc et suivre les cours d'une façon un peu plus normale. En plus, on donne aussi des filles dans l'école technique. Comme vous voyez, ils sont très fiers qu'il y ait même des filles dans l'école technique. Oui, continuez. Un banc scolaire pour les petits même. 3 petits sur un banc scolaire, oui, continuez. Alors, via le bateau qui vient chercher le caoutchouc, on amène des tableaux scolaires. En Belgique, on remplace ces tableaux scolaires tous par des tableaux blancs avec des ordinateurs. Donc, il n'y a plus de tableaux scolaires en Belgique, pour de moins en moins avec du crayon. Donc, sont d'une qualité fantastique, évidemment, acier émaillé avec cadre en aluminium. Et on donne là-bas, parce qu'eux ont encore des tableaux scolaires du bois avec une peinture noire. La peinture est déjà complètement disparue, donc c'est presque impossible d'écrire sur le tableau scolaire. Donc pour eux les tableaux scolaires, ils sont vraiment très très utiles pour donner cours. Et chaque année, on donne une bourse pour l'université aux 2 meilleurs étudiants, une fille et un garçon. Une bourse de $1000 par an pour 5 ans. Donc ils reçoivent chaque année $1000 pour payer leur université à Kisangani. Et donc après 5 ans maintenant, on a 10 étudiants, parce que c'est chaque année 2, mais ça cumule. Il y a maintenant 10 étudiants, et les 2 premiers ont fini leurs études maintenant. La première fois, la seule condition est qu'ils rentrent à Aketi pour travailler. Évidemment, je ne peux pas mettre ça sur un contrat avec avocat, tout ça, c'est pas possible, mais quand même, j'ai vu que les 2 qui ont fini maintenant leurs études, ils rentrent à Aketi, tous les 2 dans l'hôpital, comme infirmiers et comme... Gynécologue et obstétricien. Obstétricien. Ok, de toute façon, vraiment très très utile pour Aketi. Donc, sur les étudiants qui étudient avec la bourse, donc les meilleurs étudiants reçoivent cette bourse chaque année, les 2 meilleurs étudiants. Et depuis qu'on donne cette bourse, on a vu le résultat des examens de l'État monter, parce que c'est vraiment compétitif. Ils savent maintenant que s'ils reçoivent le meilleur point, s'ils ont le meilleur point, ils reçoivent une bourse. Donc on a vu vraiment le niveau de l'éducation monter à Aketi grâce à cette bourse. Oui. Sur les 2 boursiers de l'année passée. Oui. 3e priorité, la nourriture, parce que en effet, la nourriture, il n'y a pas un grand problème pour le moment, mais si la population continue à augmenter, il y aura un problème de nourriture, ça c'est sûr. Parce que c'est plus possible d'aller pêcher et d'aller chasser dans la forêt parce que c'est vide et il n'y a plus de poissons. Donc il faut gérer ça. Oui. Donc il faut gérer en créant des stables pour des porcs, oui, des porcs, pas cochons, des porcs. Des cochons, des porcs. Nee? Wat is cochon? Non, pas du porc. Oui. Donc on a financé ça avec des gens d'Aketi qui veulent faire ça. On a dit qui est volontaire pour créer une porcherie. Donc on a donné l'argent pour démarrer. Maintenant ils ont des porcheries qui commencent à marcher avec des ups and downs, parce qu'il y a des maladies de temps en temps qui sont très compliquées. Donc avec ups and downs ça commence à marcher. Oui. Donc il y a une porcherie, il y a un poulailler, il y a oui, continuez. Il y a des étangs pour pisciculture avec des tilapias qu'on a. Donc tout ça a été créé et avec des difficultés, c'est pas facile. Mais bon, ça commence à marcher tout doucement. Oui, les petits poissons, tilapias qui sont déjà là. Avec une rizerie pour du riz là aussi, mais pour avoir des pellules du riz, pour séparer ça du riz, il y a une rizerie qu'on a financée aussi. Ça va? 4e priorité, l'emploi. Parce que c'est bon d'avoir une bonne santé, c'est bon d'avoir la nourriture, c'est bon d'avoir un bon enseignement, mais si les gens n'ont pas de travail, ils vont se perdre. Ils ont besoin du travail. Et du travail à Aketi, au Congo, c'est pas facile de trouver un travail. Nous sommes trop petits pour
investir dans une industrie, dans une usine de quoi? Je ne sais pas, une usine textile. Donc ça, ils sont trop petits. Donc on a cherché à examiner qu'est-ce qu'il y avait ici à l'époque. Et nous sommes tombés évidemment sur le caoutchouc. C'était la région du caoutchouc. Et le caoutchouc a une très mauvaise réputation, mais les plantations sont là, totalement envahies par la forêt. Donc on a dit, mais il y a quand même ici, les ressources sont là. Pourquoi ne pas exploiter ce qui est là, ce qui existe? Le marché mondial existe en caoutchouc. Les plantations sont ici. Les experts, les seigneurs avec un A sont toujours là. Les vieux savent très bien comment saigner un arbre de EVA. Donc ils ont tout vraiment pour créer une économie. Donc on leur a dit, bon, on va vous aider pour créer votre économie. On va vous donner un petit peu pour démarrer, pour avoir des couteaux pour saigner, pour vous donner des machettes pour vraiment nettoyer la plantation. Mais c'est à vous de le faire. Et nous, la seule chose que nous ferons, c'est acheter de vous le lumps que vous avez chaque jour, le lumps de caoutchouc. Et ce sont les lumps ici. Donc, il y a des tonnes, des centaines de milliers de tonnes qui peuvent fabriquer. Chaque jour, 3 heures le matin, 3 heures le soir, faire une inscription incision dans l'arbre. Et le latex coule. Et après 3 jours, ils ont un lump et ils mettent ça dans le sac. Nous achetons le lumps à un prix honnête, 300 francs le kilo, qui est un très bon prix. Parce que nous, on perd un petit peu d'argent là-dessus. Bon, pour le moment, j'espère que le prix mondial va monter et qu'on va gagner de l'argent. On leur a dit, on va vous garantir de vous payer un prix honnête. Et nous, on s'occupe d'évacuer ces lumps de Aketi via bateau vers Kinshasa, mettre en conteneur vers le port de Matadi. Et de Matadi, le conteneur part en Indonésie ou en Malaisie pour être travaillé, pour être processé, peu importe. Donc ça c'est notre rôle parce qu'on a assez de connexions. Moi je connais des gens qui savent faire ça. On a téléphoné aussi à des dizaines de gens. On a trouvé le chemin pour faire ça. Donc on achète le lumps et on transporte vers Matadi et on le vend. On le vend sur le marché mondial. Il leur a dit, si je fais un bénéfice, si je fais une perte, c'est mon problème. Je fais un bénéfice, le bénéfice reste ici, chez vous. Et notre équipe va gérer ce bénéfice pour financer le projet humanitaire qu'on a démarré pour aider à pérenniser, à éternaliser ce projet. Parce qu'il y a un entretien dans l'avenir qui doit se faire et qui doit être financé. Ça, c'est le bateau qui est venu via la rivière Congo et l'Idimbiri, à Aketi, qui a pris 150 tonnes l'année passée. Et maintenant, nous sommes en train de rassembler 250 tonnes pour évacuer début l'année prochaine. Donc, ça, c'est la partie économique qu'il faut avoir pour avoir une durabilité de nos projets. Parce que nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes plus là dans 10 ans. Qui est-ce qui va s'occuper de l'entretien des pompes? Qui va s'occuper de l'entretien des batteries, des panneaux solaires et tout ça? Donc, si eux peuvent, après 4, 5, 6 ans, avoir vraiment l'habitude, le système, de vendre leurs lumps à quelqu'un qui va évacuer vers Matadi, alors il y a une économie. Et Aketi sera le centre économique de toute cette région et qui va donc avoir une bonne rotation. Et avec cet argent, ils peuvent payer le professeur, ils peuvent payer le médecin, ils peuvent acheter des médicaments, ils peuvent se permettre une motocyclette et tout ça. Ils peuvent donc vraiment avoir une économie locale qui est pour le moment complètement zéro. OK? Oui. Tout ça donc on fait avec Aketi. Comment nous avons les moyens? C'est la famille et nos relations, c'est avec des actions sur Internet et tout, et vente de gaufres, le soutien d'entreprises qu'on connaît. On a de bonnes relations avec ces gens-là. On n'a pas de subsides du gouvernement, parce que nous ne sommes pas un NGO, on ne reçoit rien, mais on reçoit un petit peu de subsides de la ville de la province de Limbourg, où nous avons des connexions, et de la ville d'Anvers aussi, où nous avons des connexions. Mais la plupart vient donc de particuliers et des clubs Lions et Innerville qui nous donnent de l'argent pour financer le projet. OK? Là, c'est l'équipe locale. Les 3 professeurs Gembu, Danadou et Doudou, c'est moi, et ça c'est l'équipe locale. 3 de ces gens-là sont compensés par nous
chaque année, il y en avait 7 à l'époque, 6 ici. Donc il y a 3 jeunes ici qui sont payés. 1, 2, 3 qui sont payés et qu'on donne un petit peu d'argent par an pour travailler pour nous. C'est pas beaucoup, c'est un salaire congolais. Mais comme ça, je suis sûr que j'ai un bon rapport, un bon rapportage de tout ce qui se passe. Et oui, tout ce qui se passe. Et il gère aussi les détails. Comme par exemple, les 10 pompes, il y en avait 2 qui manquaient, qui étaient en panne. On a envoyé, c'était un petit joint qu'on ne trouvait pas à Keti. Quelques joints dans la pompe à main qui devaient remplacer. On a envoyé ça par avion de Kinshasa à Kisangani et avec le bus à Keti. Et notre équipe locale, notre agent, ont donc installé le joint dans la pompe et il marche de nouveau. La durabilité de nos projets, c'est très important. Investir, installer, ça c'est bon, mais être sûr que dans 10 ans, ça marche toujours, ça c'est beaucoup plus important et beaucoup plus compliqué. C'est la jeunesse d'Aketi. Allez, une grande Merci beaucoup. Une grande merci. Encore 2 minutes pour... Moi, je ne sais pas. Votre prochain voyage vers Aketi. Dès que nous sommes vaccinés. vaccinés, Voilà. Et vous trouverez en lui un bon guide vers Aketi. Donc, Donc vous passez par Kinshasa, Magnifique. vous le prenez et vous allez jusqu'à Aketi pour voir les réalisations d'Adiko. 2 questions, c'est le médicament épileptique. Deuxième question, la route entre Buta et Aketi. Si on pourrait faire un petit effort pour réparer cette route, ça nous rend la vie beaucoup plus facile. Et pour toute la population là-bas, la route est essentielle. C'est vraiment... Le canton, c'est à partir d'où? C'est Buta à Aketi. C'est 125 km. Buta à Aketi. La route de Buta jusqu'à Kisangani était parfaite jusqu'à il y a quelques années. Donc c'est toujours le problème d'entretien qu'on connaît. Mais c'est surtout Buta à Aketi. Aketi, c'est la dernière pièce Mais aussi de... voyage. Pour le moment, par exemple, il y a 30 tonnes qui attendent dans les plantations à Ekwa et à Gombo. Et les 30 tonnes, je n'arrive pas à la transporter à Aketi. Donc c'est impossible. Aucun camion veut encore prendre cette route parce qu'ils sont directement dans la boue, ils ne bougent plus. Donc nous sommes coincés complètement. La route est inaccessible. Si j'ai compris, ça c'est votre plainte. Vous plaignez beaucoup plus au niveau de la route. Oui. Une fois que la route est praticable, ça va vous faciliter beaucoup plus de... Ah oui, absolument. Mais ça va aussi faciliter toute la région. Toute la région, oui. Toute la région va en Donc, profiter. Pour eux, c'est Aketi, mais il y a d'autres. Oui, d'autres toute la villes, région va en centres. profiter. Oui. Ça, c'est un problème général. Mais l'essentiel est là. Vous êtes là, vous avez. Alors, je vais essayer de souligner, dans ce genre de problème, vous êtes les demandeurs. Vous faites une demande, par exemple, via moi, et qu'il y a des autorités de cette région-là qui puissent faire des choses légalement, et ça va impacter ma demande. Par exemple, je vais voir à qui de droit, je lui propose la solution, le problème, et il peut se poser la question, tu as été là, tu étais là? Je vais dire non, on me l'a dit. Qui? Il y a des amis, il y a une association ONG. Maintenant, il aura besoin de l'avis des autochtones. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Ça serait bien. Comme vous êtes en contact avec les gens d'Aketi, et savoir les autorités, il faut une demande, et puis ce sont des choses que ça peut aboutir, en tout cas avec le changement qui est actuellement. Je crois que ça pourrait être bien. Et évidemment, si on sait, par exemple, vous dites, ok, ça va vous trouver, par exemple, parce que moi je suis beaucoup plus cerné au niveau de l'investissement. Alors, vous trouvez les investisseurs où? On trouve les investisseurs qui viennent, ils font les transports là, ils font par exemple du péage pour faire les retours à l'investissement. Et il y a des organismes comme vous et consorts où vous serez par exemple favorisés parce que vous êtes demandé, vous venez aider. Et les autres, les commerçants, et ils payent. C'est comme ça où on va à Paris, à l'autoroute, il y a les péages, on paye les péages. Ouais. Et ça, c'est pour le retour à l'investissement. Je crois qu'on va essayer de voir ça un jour. Maintenant, comme le dit, nous, on travaille avec les reporters qui est là, Georges. Je vais vous donner ses coordonnées.
Et je pense qu'il sera le bon guide parce que des fois, quand il fait ses rapports, les vidéos, nous, on envoie directement à qui des droits. Donc, je vais vous laisser ces coordonnées. Très bien. Vous pouvez collaborer, même si vous voulez venir. Si vous l'amenez, parce que les conséquences, vous faites des actions à but sans lucratif. Vous ne gagnez pas, vous aidez. Nous aidons. Malheureusement, vous pouvez tomber sur les gens qui vous demandent de l'argent. Et ça, Nous ne donnons pas d'argent. voilà. Nous ne donnons pas d'argent. Voilà, ça, moi, je vous dirais, si vous Jamais. tombez chez quelqu'un. C'est le principe. Parce qu'on avait un athée il y a 2 ans là-bas, Ouais. à Akiti, qui ne voulait nous laisser partir avec le bateau qu'il recevait de l'argent. Je dis non, Voilà. je ne donne pas d'argent. Voilà. Ça, c'est On fait ça d'une façon légale. On paye les taxes, on paye tout, mais pas d'argent à ceci et cela. Voilà. Rien, zéro complètement. magnifique. Il faut être ferme. Que ça Oui. soit à Kinshasa, Et que ça j'ai soit- refusé, le bateau a été là-bas pendant des semaines, j'ai refusé complètement Voilà. de lui payer. Après 3 semaines, il a dit ok, partez. Non, maintenant, on ne va pas vous garder 3 semaines. Une fois qu'il y a un jour et que vous nous signalez, on voit ce qui vous bloque, essayez d'avoir son identité. On sait peut-être le déplacer, le mettre de côté. Et ça, on ne veut plus de ça. Très bien. Ah, donc, il y aura M. Georges qui sera votre guide pour moi, parce que des fois, vous venez à Kinshasa, moi je suis en mission. Donc, quand vous venez avec lui, vous allez avec lui, il vous fait des reportages, ou lui, il me l'a envoyé, moi je sais envoyer à qui de droit immédiatement. Comme ce soir, dès qu'il finit, il y a une partie que je dois envoyer à qui de droit, où il va essayer d'avoir une idée de votre iceberg. Très bien. Ok. C'est beau, c'est beau, c'est Ok, Merci beaucoup, c'est très bien ça. Ok. C'est notre histoire. Merci. Un grand merci. Un grand merci. Ceci dit, maintenant c'est Henk Delruy qui va parler donc, de son projet ou de leur projet à Mikalai, donc au Kasaï. Et en ce qui concerne les liens d'affinité, mon épouse est du Kasaï, comme lui d'ailleurs. Ma mère est d'Aketi et mon père est de Zobia. Donc c'est la raison pour laquelle je connais assez bien le Bazuélé. Donc ma mère est originaire d'Aketi. Elle a vécu presque toute sa vie à Kinshasa. Et donc ma grand-mère, tout ça c'est Aketi. J'ai déjà expliqué ça 10 fois au Norbertin de Tongolon. Ils le savent. Et mon père, parce que Zobia fait aussi partie, ou faisait donc de leur diocèse ou de leur vicariat apostolique, comme on disait à l'époque, il a été à l'école chez eux. Donc on est un peu familier avec ça. Mais maintenant, l'autre projet, c'est sur Mikalai. Et là aussi, mais Henk va expliquer cela, il y a aussi un lien d'affinité. Oui. Donc voilà. Ok. Donc tu commences par ça. Merci. D'abord, je veux m'excuser car on ne savait pas qu'il y aurait un moment pour donner une présentation. Donc on a tout envoyé par WeTransfer, des photos, des films. J'ai quelques dépliés et j'en ai encore ici que je peux vous donner. Le projet Balundaba Mikalai, ça veut dire en irlandais Vrienden van Mikalai. Comment ça se fait? Moi et mon frère, nous sommes nés au Congo, à Mikalai, tout près de Kananga, dans la province Kasaï. Mon père était là, professeur, dans les années 50, de 52 jusqu'à 60, à peu près 8 ans. Et il admirait la population de Mikalai. Il aimait les Congolais là. Et nous, mon frère et moi, nous avons toujours dit pendant notre enfance, on veut de toute façon visiter notre village natal parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'était presque une petite pièce d'un puzzle qu'on n'avait pas. Et après 50 ans, on a visité notre village natal. C'était en 2012. La rencontre avec la population, la communauté
et notre village, c'était un moment très émotionnel. C'était quelque chose qui nous faisait très bien. C'était presque rentrer à la maison. Mais très vite, on a constaté que la centrale hydroélectrique ne fonctionnait plus. Elle était défectueuse. Et à ce moment, tout le village n'avait plus d'électricité durable. Pourtant, c'est un centre très important. Il y a plus de 3000 élèves. Il y a 7 écoles. Il y a un centre hospitalier. Il y a un hôpital de référence. Et les jeunes, ils quittent le village parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, à ce moment, on a promis, on va faire quelque chose. On va de nouveau installer une nouvelle turbine. Et depuis 2013, c'est l'année où on a fondé notre ASBL. On a commencé à parler de notre projet, on a cherché des moyens, on a déjà visité avec les personnes de notre société 3-4 fois le village pour des missions préparables, de préparation. Entre autres, faire des mesures très exactes, entre autres de fonder un comité local qui fonctionne très bien et qui a une très bonne communication avec nous aussi. Et aussi, l'année dernière, en octobre, on a eu une mission pour installer le site, pour préparer le site où la nouvelle turbine doit être installée. Donc on a comment est-ce qu'on dit ça? On a emmené l'ancienne et on a tout préparé. À ce moment, on ne peut pas aller, la turbine est prête à envoyer, on a les câbles, on a presque tout pour faire l'installation, mais d'autre côté, il y a aussi des travaux locaux. Et c'est la communauté à Mikalai qui a un accord avec nous de faire les choses, ce qu'ils peuvent faire. C'est restaurer les poteaux, restaurer la petite maison de turbine et aussi restaurer la maison transfo. Donc il y a une distance à peu près de 1 km. Donc on attend les vaccins pour aller installer. Nous aussi, on fait tout nous-mêmes. C'est seulement la province occidentale et la Fondation Royal Baudouin qui nous aident, mais nous aussi, on va donner l'explication au club. Ce sont des particuliers, ce sont des petites firmes qui nous aident et on espère que l'année prochaine, en 2021, on pourra finalement dire Mikalai a de nouveau de l'électricité. Si vous me donnez vos adresses e-mail, je vais vous envoyer une présentation. Si j'avais su, on pourrait donner... Mais j'espère que j'ai assez expliqué. S'il vous plaît. Il a déjà reçu. Ah, ok. Très bien. Il a déjà reçu ça. Ok. Donc, voilà. Hein? Ah, vous avez envoyé. J'ai encore envoyé une autre Ja, présentation. dat is recreëren. Si je peux dire encore une chose, si vous me demandez est-ce que vous avez des difficultés avec le projet à Mikalai, à ce moment on n'a pas encore eu de difficultés, mais on vient d'avoir le travail pour mettre les lignes sous-sol. On va les mettre sous-sol au centre. Et là, ce serait très bien d'avoir un soutien logistique, une petite machine qui peut aider. Comment est-ce qu'on dit ça? Une grave machine. Une petite machine à creuser pour la aider, parce que les distances, c'est quand même assez long.
Et ce serait bien parce qu'à ce moment, ils sont vraiment en train de travailler sur les poteaux, la restauration des poteaux. Mais en même temps, du moment qu'on peut partir, on aimerait bien que les tranchées sont déjà faites. Là, je vous donne un tout petit conseil. Vous pouvez arranger ça avec l'ambassade de la Belgique à Kinshasa. Okay. Donc, si vous vous adressez Okay. à l'ambassadeur et vous dites, bon, on a besoin de ça, et eux connaissent, l'ambassadeur connaît le Congo, aime le Congo, et il n'y aura pas de problème. Merci. Donc, pour un tout petit financement de ça, c'est un petit conseil que c'est l'historien qui parle. Mikalai est une des plus anciennes missions du Congo. Donc, déjà C'est la première mission. Et on oublie toujours les sœurs de la charité de Jésus et Marie de Gand. Mais c'était une localité très importante où on a reçu pas mal de gens qui venaient donc de l'autre côté du Kasaï, donc du Kasaï oriental, vers là, travailler avec le missionnaire et disons les agents belges qui étaient là. Et donc, Mikalai, c'était la mission, Kananga, c'était le civil. Donc, c'était ça un peu le Mais cela a provoqué en 60 des problèmes entre ceux qui sont venus du Kasaï oriental vers le Kasaï occidental. Je peux dire ça, et je dis ça en toute honnêteté, parce que mon épouse, elle est donc de l'autre Kasaï, de Bujima, nouvelle créature dans les années 56-60, nouvelle ville, où ses parents étaient originaires, mais beaucoup ont évolué à Mikalai et qui ont été en quelque sorte aussi chassés de là dans les années, disons, en 60, 61, jusqu'en 64, 65. L'histoire a ses vérités et ces vérités ont leurs droits. D'ailleurs, notre président, son papa, Il est né là-bas. il est né là-bas, originaire donc de la région de Bujima, mais né à Kananga, donc de ce côté-là. Donc c'est une histoire très très intéressante. Heureusement que ça va mieux à l'heure actuelle, donc et depuis longtemps. Donc merci. Je ne sais pas. Ça dépend maintenant du reporter. Vous voulez encore poser quelques questions précises à l'intérieur pour avoir des images du musée ou non? En petit comité. Sinon, on ne peut pas entrer là-bas ou quelque chose. Après, on peut faire une photo d'ensemble comme ça. Moi. Oui. C'est le roi Léopold III qui a traversé le fleuve avec ça. Ah Oui. En 57. Et c'est arrivé ici en 58, juste avant l'exposition nationale.